Souvenez-vous de cette altercation. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant d'Israël s'agace contre le président de séance, l'ambassadeur algérien Ammar Benjama. Mais pourquoi ? Parce que Benjama refuse obstinément de prononcer un seul mot, Israël. Et aujourd'hui, l'Algérie fait exactement la même chose avec le Maroc. Depuis plusieurs années, Alger ne parle plus du Maroc. Elle parle du pays voisin. Pour certains, ce n'est qu'un détail, un caprice diplomatique. D'autres parlent même d'enfantillage. Mais si ce silence cachait en réalité quelque chose de beaucoup plus profond, car en diplomatie, les mots ne sont jamais innocents. Et parfois, refuser de prononcer un nom peut être plus puissant que le plus long des discours. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à une époque où l'Algérie, alors sous domination coloniale, menait un combat bien plus vaste que celui des armes. Dans les maquis, mais aussi dans les capitales du monde entier, des hommes avaient compris une chose essentielle. Une révolution pouvait se gagner sur le terrain, mais aussi dans les couloirs des Nations Unies. Il fallait gagner la bataille de l'opinion internationale. Aujourd'hui, des aides-signal vous racontent l'histoire de cette diplomatie. Forgée dans les grandes crises internationales, testée dans les moments les plus sombres, et qui, plus de 60 ans plus tard, est devenue l'une des armes les plus redoutables de l'Algérie. L'histoire de la diplomatie algérienne ne commence pas en 1962. Elle commence en 1954 dans les maquis de la Révolution. Dès les premiers mois de la guerre de libération, le FLN comprend une chose essentielle. Pour vaincre une puissance comme la France, les armes ne suffiront pas. Il faut aussi porter le combat au-delà des frontières de l'Algérie. Transformer une guerre de libération nationale en cause internationale. En avril 1955, à peine 6 mois après le déclenchement de la Révolution, une poignée de représentants du FLN participent à la conférence de Bandung en Indonésie. Pour la première fois, la question algérienne sort véritablement du cadre franco-algérien. Elle entre dans le débat international. Des hommes comme Mamdeh Yazid, Reda Malek ou Abdelkader Chanderli deviennent alors les premiers soldats d'un nouveau front, un front sans armes, le front diplomatique. Leur mission, convaincre les pays du monde entier que ce qui se joue en Algérie n'est pas une simple rébellion, comme le présente la France. C'est un peuple qui se bat pour sa liberté. Et année après année, cette stratégie finit par porter ses fruits. En 1960, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est un tournant historique, car désormais la France ne fait plus seulement face à des combattants dans les maquis. Elle fait face à une cause devenue internationale. Dont la France a fait l'objet depuis plusieurs années, non seulement de la part de représentants des rebelles algériens, mais aussi de la part de délégués de certains pays dont nous pourrions contester le droit qu'ils ont à donner des leçons à la France. Et c'est peut-être là que sont posées les véritables fondations de la diplomatie algérienne, la constance, le refus de l'ingérence et la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des principes qui, malgré les crises et les changements de dirigeants, vont devenir la colonne vertébrale de la politique étrangère algérienne. Une fois l'indépendance acquise, l'Algérie entre dans une nouvelle phase. Elle n'est plus seulement une cause à défendre. Elle devient elle-même un acteur de la scène internationale. Dans les années 1960 et 1970, Alger se forge une réputation particulière. Celle d'une capitale révolutionnaire engagée dans les luttes de libération, mais aussi d'un pays non aligné, refusant de choisir entre les deux grands blocs de la guerre froide. En 1973, l'Algérie accueille à Alger le sommet des non-alignés. 75 États et organisations répondent présents. C'est une consécration. Quelques années seulement après son indépendance, l'Algérie devient l'un des porte-voix du Sud sur la scène internationale. Et derrière cette ascension, un homme va jouer un rôle central, Abdelaziz Bouteflika. À seulement 26 ans, en 1963, il devient ministre des Affaires étrangères. Il restera à ce poste pendant 16 ans, un record de longévité qui lui permettra de marquer profondément la diplomatie algérienne. En 1974, il devient président de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est sous sa présidence que Yasser Arafat s'adresse pour la première fois à l'Assemblée générale de l'ONU. La même année, le régime sud-africain d'apartheid est suspendu de l'Assemblée générale. L'Algérie n'est plus seulement présente sur la scène internationale. Elle commence à y peser. Mais c'est quelques années plus tard que la diplomatie algérienne va démontrer toute son efficacité. Janvier 1981. Depuis 444 jours, 52 diplomates américains sont retenus en otage à Téhéran. Les négociations sont dans l'impasse. Et pourtant, le 20 janvier, les 52 otages sont libérés.
Au cœur de cet accord, la médiation discrète mais décisive de l'Algérie. C'est un moment majeur, parce qu'il révèle une autre facette de la diplomatie algérienne. Une diplomatie capable de parler à des camps qui ne se parlent plus. Une diplomatie qui agit dans l'ombre, sans fanfare et sans théâtre. Une diplomatie de l'efficacité, pas du spectacle. Mais si l'Algérie avait déjà prouvé qu'elle pouvait résoudre certaines des crises les plus complexes du monde, elle allait bientôt accomplir un acte qui marquerait définitivement son histoire diplomatique. 1988. La cause palestinienne traverse une période décisive. La Tunisie, qui devait initialement accueillir la session du Conseil national palestinien, renonce. Quelques années plus tôt, en 1985, le siège de l'OLP à Tunis avait été bombardé par Israël. Dans ce contexte extrêmement tendu, peu de pays veulent prendre le risque d'accueillir un événement d'une telle portée. Alors l'Algérie fait un choix. Elle ouvre les portes de son territoire, les portes du Palais des Nations, à Alger. Un choix lourd de conséquences. Car en pleine guerre froide, accueillir la proclamation d'un État palestinien, c'est assumer ouvertement une position. Et l'Algérie l'assume. Le 15 novembre 1988, devant des centaines de délégués réunis à Alger, Yasser Arafat proclame l'indépendance de l'État de Palestine. Un moment historique. Mais l'Algérie ne se contente pas d'accueillir cette proclamation. Elle devient le premier État au monde à reconnaître officiellement la Palestine. Puis, le 18 décembre 1988, les relations diplomatiques sont officiellement établies. C'est un moment fondateur, car ce jour-là, Alger ne se contente pas de soutenir une cause. Elle lui offre une tribune historique. Et c'est peut-être là toute la différence. Pour l'Algérie, la Palestine n'est pas seulement un dossier diplomatique parmi d'autres, c'est une question qui touche directement à son propre récit historique. Celui d'un peuple qui a lui aussi connu la colonisation. Celui d'une nation qui a elle aussi dû porter son combat devant le monde entier. Aujourd'hui, près de 160 pays reconnaissent l'État de Palestine. Et lorsque le premier État palestinien a été proclamé, c'est à Alger que cela s'est produit. L'Algérie avait fait son choix, sans attendre, sans hésiter, parce qu'une diplomatie ne se résume pas au discours qu'elle prononce. Elle se mesure aussi aux risques qu'elle accepte de prendre. Et en 1988, l'Algérie a pris ce risque. Elle a offert son territoire pour permettre à un autre peuple d'écrire l'une des pages les plus importantes de son histoire. Voilà peut-être ce qui résume le mieux la diplomatie algérienne de cette époque. Le courage des actes plus que le bruit des paroles. Mais après le sommet vient la chute. L'Algérie bascule dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les émeutes d'octobre 1988, l'arrêt du processus électoral en 1992, puis le terrorisme, la décennie noire, des dizaines de milliers de morts, une économie à genoux au bord de la faillite, un pays profondément fragilisé. Et sur la scène internationale, l'Algérie perd progressivement le rayonnement qu'elle avait acquis pendant les décennies précédentes. Elle est isolée, fragilisée et cherche désespérément à sortir de cette crise. Mais selon un témoignage particulièrement révélateur, même dans ce contexte, il y a une chose sur laquelle Alger refuse de transiger, ses principes. 1997, l'Algérie est invitée pour la première fois au Forum économique mondial de Davos. Parmi les représentants algériens se trouve Boualem Sansal, alors haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. Et c'est Boualem Sansal lui-même qui raconte la suite. Sur place, dit-il, une proposition lui est faite. Rencontrer des représentants du gouvernement israélien. À l'époque, explique-t-il, l'Algérie est isolée. Une ouverture vers Israël pourrait représenter une opportunité diplomatique, économique et peut-être même politique. Sansal accepte alors de rencontrer Dan Meridor, ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais avant d'aller plus loin, il transmet la proposition à sa hiérarchie. L'affaire remonte jusqu'au président Yamin Zeroual. La réponse de Zeroual est immédiate, catégorique, sans appel, non. Couper immédiatement tout contact, sans même chercher à comprendre les intentions israéliennes. Cette réponse résume quelque chose de profond dans la position algérienne. Même dans l'un des moments les plus difficiles de son histoire, l'Algérie refuse de renoncer à certaines de ses lignes rouges. Pour beaucoup d'observateurs, il est difficile de croire à une simple coïncidence. Comment expliquer que la décennie noire ait commencé à peine quelques années après la proclamation de l'État de Palestine à Alger, en 1988 ? Une simple coïncidence ? Pour certains, la question mérite au moins d'être posée. Ce geste de 1988, l'Algérie en aurait payé le prix. Cher, très cher. Mais une chose est certaine, elle n'a jamais regretté. Et elle n'a jamais renié. Alors, en 1997, quand une main se tend vers elle, l'Algérie ne la prend pas. Pas parce qu'elle n'en voit pas l'intérêt,
mais parce que sa survie, même au bord du gouffre, ne se négocie pas sur ses principes. Mais ce qui distingue peut-être le plus la diplomatie algérienne, c'est sa constance. Sur le Sahara occidental, sur la Palestine, sur le refus de l'ingérence étrangère, les positions n'ont jamais fondamentalement changé. Et cette constance a permis à l'Algérie de conserver une voix particulière sur la scène internationale. Une voix parfois critiquée, parfois contestée, mais rarement ignorée, car une diplomatie peut changer de discours au gré des rapports de force. Elle peut adapter ses positions selon les intérêts du moment, mais l'Algérie, elle, a fait le choix de la continuité. Et cette continuité se retrouve aussi dans son rôle de médiateur. Libye, Mali et Sahel, Moyen-Orient. Depuis des décennies, l'Algérie privilégie la réconciliation, le dialogue et refuse l'intervention militaire étrangère dans les affaires des États. Et cette crédibilité n'est pas seulement une affirmation d'Alger. En 2024, l'Algérie retrouve le Conseil de sécurité des Nations Unies avec un large soutien international. Et en 2025, son représentant permanent, Amar Benjama, est désigné diplomate de l'année. Une reconnaissance qui vient consacrer des décennies de professionnalisme. Mais cette constance ne s'arrête pas aux grandes décisions. Elle va parfois jusqu'aux détails, jusqu'aux mots. Et c'est là que nous revenons à notre point de départ. Car il existe une particularité de la diplomatie algérienne que certains jugent enfantine, voire crispée. Le refus de prononcer certains noms. L'entité sioniste pour Israël, le pays voisin ou le royaume pour le Maroc. Pour certains, ce n'est qu'une posture, pour d'autres une faiblesse. Mais en diplomatie, les mots ne sont jamais innocents. Et parfois, le silence lui-même devient un langage politique. Refuser de prononcer le nom d'un État, ce n'est pas simplement une question de vocabulaire. C'est aussi une manière de marquer une rupture, de rappeler un désaccord et de faire comprendre que, sur certaines questions, le dialogue est rompu. Pour Israël, cette position s'inscrit dans une histoire longue, la guerre de libération algérienne, le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, puis le refus de la normalisation. Pour le Maroc, le choix de ne plus prononcer son nom s'inscrit dans le contexte de la rupture des relations diplomatiques en 2021. Alors oui, certains peuvent trouver cela puéril, mais en diplomatie, les mots sont des armes. Et refuser de prononcer un nom peut parfois en dire davantage qu'une longue déclaration. C'est une manière de faire comprendre. Je n'ai rien oublié. Je n'ai pas changé de position. Et sur mes principes, je ne négocie pas. L'Algérie refuse parfois de prononcer certains noms. Pas par incapacité, par choix. Parce que chez elle, la diplomatie ne se joue pas seulement dans les traités, les sommets ou les discours. Elle se joue parfois dans un seul mot, ou précisément dans son absence. De la révolution algérienne aux grandes tribunes des Nations Unies, de Bandung à la libération des otages américains, de la proclamation de l'État de Palestine à Alger jusqu'aux grandes crises du monde d'aujourd'hui, la diplomatie algérienne a connu les sommets. Mais elle a aussi connu les périodes les plus sombres. Elle a été applaudie, elle a été critiquée, respectée, et parfois isolée. Mais à travers toutes ces décennies, une chose semble avoir survécu à tout, sa constance. Car en diplomatie, il est facile de changer de position lorsque les intérêts changent. Il est beaucoup plus difficile de rester fidèle à ses principes lorsque le prix à payer devient immense. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de la diplomatie algérienne. Pas dans le bruit, pas dans le spectacle, mais dans cette capacité à parler quand il le faut, à agir quand c'est nécessaire, et parfois à faire du silence lui-même une arme. Et peut-être qu'au fond, c'est cela que beaucoup n'ont toujours pas compris. Un pays ne se mesure pas seulement à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il refuse de renier. Abonnez-vous à DZ Signal pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. DZ Signal, décrypter, comprendre, ne pas subir.